Hépatite virale. C'est un voyage passionnant et essentiel que nous débutons aujourd'hui. Ces inflammations hépatiques d'origine virale touchent des millions de personnes globalement et constituent un enjeu majeur de santé publique. Ensemble, nous allons déconstruire les mécanismes de ces infections, comprendre leurs spécificités, et explorer les stratégies diagnostiques et thérapeutiques actuelles, souvent révolutionnaires. Accrochez-vous, car la bataille contre ces virus est un domaine en constante évolution. Bienvenue à notre introduction sur les hépatites virales. Il s'agit d'infections systémiques ciblant préférentiellement le foie, provoquant des lésions inflammatoires et altération des hépatocytes. 5 virus majeurs sont responsables, A, B, C, D et E. Mais le point crucial est que seuls les virus B et C peuvent entraîner une hépatite chronique. Cette chronicité, souvent insidieuse, peut malheureusement évoluer vers la cirrhose et même le carcinome hépatocellulaire. Cette distinction est essentielle pour la prise en charge. Hépatite A, une maladie que nous allons explorer. Retenez d'abord son caractère relativement bénin, les formes sévères sont rares, point crucial, il n'y a jamais de passage à la chronicité. Sa transmission est typiquement féco-orale, souvent liée à un faible niveau d'hygiène. C'est pourquoi, pour le suivi de la santé publique, l'hépatite A est une maladie à déclaration obligatoire. Virus de l'hépatite A est un virus ARN, non enveloppé, se transmettant principalement par voie fécale-orale. La virémie et l'excrétion fécale sont intenses et précoces, rendant la contagiosité maximale avant même l'ictère. L'homme est le réservoir unique. La transmission s'effectue par contact direct, eau ou aliments contaminés. Dans les pays en développement, l'hygiène précaire mène à une contamination quasi universelle des enfants, conférant une immunité définitive précoce. La déclaration est obligatoire. Les zones à risque d'infection par le VHA, selon l'OMS en 2009, nous montrent une distribution mondiale très claire. Les régions colorées en orange indiquent un risque modéré à élevé. On observe une forte prévalence en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l'Est, contrastant nettement avec l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Australie qui affichent un faible risque. Cette cartographie est cruciale pour comprendre les enjeux de santé publique et orienter nos stratégies de prévention. Hépatite A, cliniquement, se manifeste souvent de manière asymptomatique chez l'enfant, mais plus fréquemment symptomatique chez l'adulte, avec une gravité croissante avec l'âge. La forme ictérique commune débute par une incubation silencieuse, puis une phase préictérique d'1 à 3 semaines avec asthénie et douleur. La phase ictérique dure 10 à 15 jours, caractérisée par l'ictère, les urines foncées et selles décolorées. L'évolution est favorable, et surtout, l'hépatite A n'a jamais de forme chronique. Au-delà de la forme classique, l'hépatite A peut se manifester atypiquement. Pensez aux formes anictériques, aux formes prolongées qui persistent des semaines sans passer à la chronicité, et aux cholestatiques pseudo-chirurgicales. Des rechutes uniques ou multiples sont possibles, avec un excellent pronostic si elles surviennent dans le mois post-guérison. Mais restons vigilants face aux rares formes fulminantes 1/0000, plus fréquentes et plus dangereuses chez l'adulte, surtout avec une hépatopathie chronique. Hépatite A, biologiquement, vous aurez une cytolyse hépatique massive avec ALA et ASAT très élevé, souvent une cholestase. Le taux de prothrombine est vital, sous 50%, c'est un signe de gravité majeure, risque d'hépatite fulminante. Pour le diagnostic, les anticorps anti-VHA sont clés. Les IgM confirment l'infection aiguë dès le début. Ensuite, les IgG apparaissent, garantissant une immunité solide et définitive. L'évolution de l'hépatite A débute par le comptage, suivie d'une phase virémique et d'excrétion virale dans les selles. La phase d'hépatite clinique apparaît ensuite, accompagnée de la détection des anticorps IgM anti-VHA, marqueurs de l'infection aiguë. Parallèlement, les anticorps IgG anti-VHA émergent plus tardivement et persistent, conférant une immunité durable. Une dynamique essentielle à maîtriser pour le diagnostic et le suivi de cette infection. Hépatite A, la prophylaxie repose sur 2 piliers essentiels. L'hygiène est primordiale, lutte contre le péril fécal, lavage des mains, hygiène alimentaire et purification de l'eau. Pour la vaccination, c'est un vaccin inactivé, 2 injections à 6-12 mois d'intervalle pour 10 ans de protection. Elle est recommandée dans les pays de faible prévalence, pour les hépatopathies chroniques et les voyageurs vers les zones endémiques. Elle est inutile en zone de forte prévalence, l'infection précoce étant bénigne et immunisante. Hépatite B est un virus ADN de la famille des Hepadnaviridae, dont la particule de Dan est le virion infectieux complet. Sa virémie est intense et prolongée, expliquant sa très forte contagiosité.
La transmission est principalement parentérale, pensez aux transfusions, explorations endoscopiques, injections, mais aussi au partage d'objets contaminés. Les populations à risque incluent les polytransfusés, hémodialysés, et le personnel soignant. Hépatite B se transmet principalement sexuellement, via les fluides, et de manière verticale, de la mère à l'enfant. Attention en cas d'hépatite aiguë ou au 3e trimestre. Si la mère a une hépatite chronique et est RGHBE positive, le risque de transmission est élevé, jusqu'à 90%. Cependant, la sérovaccination à la naissance réduit considérablement ce risque, le rendant même nul si la mère est traitée. C'est un point clé. La particule de Dehn, forme infectieuse du virus de l'hépatite B, révèle une structure cruciale. Son enveloppe externe est ornée de l'antigène HBS, essentiel à la reconnaissance cellulaire. Au cœur, la nucléocapside, constituée de l'antigène HBC, abrite un ADN circulaire partiellement bicaténaire et l'ADN polymérase. L'antigène HB, également visible, est un excellent indicateur de la réplication virale. Comprendre cette architecture est fondamental pour le diagnostic et le traitement. Hépatite B, sa répartition géographique est cruciale et se divise en 3 grandes zones distinctes. D'abord, la zone de basse endémie, avec moins de 2% de prévalence, regroupe l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. Vient ensuite la zone de moyenne endémie, entre 2 et 8%, qui concerne le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Europe de l'Est. Enfin, les zones de haute endémicité, avec plus de 8% de prévalence, sont l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Afrique subsaharienne. Cette cartographie est essentielle pour orienter les stratégies de santé publique. Sur cette carte, nous observons les zones à risque d'infection modérée à élevée. Notez bien que malgré le titre sur l'hépatite B, les zones oranges illustrent la prévalence de l'hépatite A selon la légende. On voit un risque élevé en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Asie. À l'inverse, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Australie affichent une faible prévalence. Cette distinction est cruciale pour l'interprétation des risques. L'hépatite B est un problème de santé publique majeur. 2 milliards d'individus ont été infectés par le VHB, dont 400 millions sont porteurs chroniques. C'est plus d'1 million de décès par an. Et attention, c'est la première cause de mortalité par carcinome hépatocellulaire, représentant 75% de ces cancers. Sans oublier que 5 à 10% des transplantations hépatiques lui sont attribuables. Ces chiffres sont éloquents et appellent à une vigilance accrue. Hépatite B. La physiopathologie est essentielle pour comprendre l'évolution de cette infection. La réaction de l'hôte est très variable, expliquant le polymorphisme clinique. Il existe 4 types de réponses immunitaires. Une réaction forte entraîne une hépatite aiguë ou suraiguë. Si la réponse est faible mais adaptée, nous avons une infection asymptomatique avec guérison spontanée. Mais attention, une réaction immunitaire faible et inadéquate mène à l'hépatite chronique. Enfin, une réaction nulle correspond à un portage chronique asymptomatique de l'RGHBS. C'est vraiment la qualité de la réponse immunitaire qui fait toute la différence. L'hépatite B débute par une phase aiguë, où 90 à 95% des adultes guérissent spontanément. Cependant, 5 à 10% deviennent porteurs chroniques du virus. Cette infection chronique mène ensuite, dans 70% des cas, à une hépatite chronique active, qui peut malheureusement évoluer vers la cirrhose 20% des cas et le carcinome hépatocellulaire 3 à 5% par an. 30% des patients deviennent des porteurs inactifs. Histoire naturelle de l'hépatite B, une infection chronique aux 5 phases. Les 2 premières sont clés. La phase d'immunotolérance, souvent néonatale, montre une réplication virale très élevée RGHBE positif mais sans dommage, transaminase normale, pas de fibrose. C'est une tolérance parfaite. Ensuite, la phase de réactivité immune voit l'RGHBE toujours positif, la charge virale diminue un peu, mais les transaminases montent, signe d'une inflammation hépatique active, avec une fibrose qui progresse. Le système immunitaire se manifeste enfin. Phase de portage inactif du VHB. C'est un stade clé. Elle survient après la séroconversion AGBAN-HB, où la charge virale est très basse, même indétectable, et les transaminases sont normales. C'est une rémission immunitaire. Ensuite, l'hépatite chronique B peut évoluer vers une forme antigène HB négatif. Finalement, la phase antigène HBS négatif représente la guérison fonctionnelle. Chaque étape est cruciale pour le pronostic et la gestion. Regardons l'histoire naturelle de l'hépatite B.
L'infection contractée en petite enfance conduit majoritairement, à plus de 95%, à une tolérance immune. Chez l'adulte, moins de 5% des infections évoluent vers l'hépatite chronique B AGB positive. De là, le virus peut alterner entre un portage inactif et une hépatite chronique AGB négative. Le risque majeur, dans ces phases actives, est la progression vers la cirrhose. Comprendre ces dynamiques est fondamental pour la clinique. Hépatite B, cliniquement, les formes aiguës débutent par une incubation silencieuse de 4 à 28 semaines. 90% sont asymptomatiques, mais la forme aiguë commune présente une phase préictérique puis ictérique. L'évolution se fait souvent vers la guérison avec apparition d'anticorps, mais attention, la chronicité est possible. N'oublions pas les formes sévères avec TP inférieur à 50%, et surtout la redoutable forme fulminante 1% des cas, caractérisée par une encéphalopathie et un TP chutant sous 30%, une urgence vitale absolue. Hépatite B. Abordons les formes chroniques, définies par la persistance de l'AGB au-delà de 6 mois après l'infection aiguë. Elle touche environ 10% des adultes immunocompétents. Un point clé est le portage asymptomatique de l'AGB, présent chez 30% des porteurs chroniques, caractérisé par des transaminases normales, un AGB négatif et un ADN viral négatif. Rappelez-vous, la réactivation reste possible, d'où l'importance d'une surveillance régulière, surtout en cas d'immunodépression. Hépatite B. Pour les hépatites chroniques, la définition est clé, AGB persistant plus de 6 mois avec élévation des transaminases. Souvent asymptomatiques, elles peuvent entraîner asthénie, douleur droite, ou des manifestations extrahépatiques comme articulaires ou rénales. Les transaminases sont modérément élevées. L'évaluation de la fibrose via score Métavir est essentielle, par biopsie hépatique ou des méthodes non invasives, telles l'élastométrie. Hépatite B chronique, c'est une évolution en 3 phases cruciales. La phase 1, c'est la réplication virale active, discrète immunitairement. Puis la phase 2, où le corps réagit fort, rejet immunitaire intense, transaminase qui grimpe et la fibrose débute. Finalement, la phase 3, celle où l'ADN viral devient indétectable. Mais attention, l'évolution peut être double, soit une redoutable réactivation avec risque de cirrhose et de cancer, soit une belle guérison fonctionnelle, où l'antigène HBS disparaît au profit des anticorps protecteurs. Hépatite B. Pour la biologie, le bilan hépatique révèle une cytolyse marquée avec des ALA et ASAT très élevés, souvent 5 à 20 fois la normale, l'ALA étant généralement supérieur à la SAT. On peut aussi retrouver un syndrome de cholestase, identifiable par une augmentation de la bilirubine, des PAL et des GGT. Retenez bien que le TP reste habituellement supérieur à 60% en dehors des formes sévères et fulminantes, un indicateur important de la fonction de synthèse hépatique. Chers étudiants, pour l'hépatite B, l'essentiel est là. L'ARG-HBS indique infection ou portage chronique. L'ARG-HB signale une multiplication virale active, son absence n'exclut pas une forme chronique. L'AC anti-HBS est marqueur de guérison ou protection post-vaccination. L'AC anti-HBC, avec IgM ou IgG, date l'infection, récente, ancienne ou chronique. Enfin, le dosage de l'ADN viral quantifie la réplication. Maîtriser ces marqueurs est fondamental pour le diagnostic. Cette diapositive illustre l'évolution des marqueurs de l'hépatite B aiguë. Nous observons une période d'incubation suivie par la détection de l'ADN VHB, de l'antigène HBS et de l'antigène HB. C'est la phase de réplication virale intense, souvent symptomatique, avec une élévation des transaminases. La convalescence est marquée par la disparition de l'antigène HBS et l'apparition des anticorps anti-HBS, signe de guérison et d'immunité protectrice. L'anticorps anti-HBC total persiste, témoignant d'une exposition passée. Cette diapositive clé illustre l'évolution des marqueurs de l'hépatite B. Après l'incubation, l'ARG-HBS et l'ADN viral montent rapidement, suivis par l'anti-HBC. Ce qui est crucial pour l'hépatite chronique B, c'est la persistance prolongée de l'ARG-HBS et la détection durable de l'ADN du VHB, signant une réplication virale continue. L'anti-HBC, lui, reste stable à un niveau élevé. C'est cette signature sérologique qui confirme le diagnostic d'infection chronique et guide notre suivi. Concernant le traitement de l'hépatite B, pour la forme aiguë commune, nous évitons les antiviraux et privilégions des mesures de soutien comme l'abstinence d'alcool, tout en proscrivant les corticoïdes. En cas de forme fulminante, une intervention urgente est vitale, incluant un traitement antiviral avec entecavir ou tenofovir et potentiellement une transplantation hépatique. Pour les formes chroniques actives, le traitement antiviral est crucial,
utilisant l'interféron pégylé ou des antiviraux oraux tels que la lamivudine, l'entecavir ou le tenofovir pour contrôler la réplication virale et prévenir l'évolution de la maladie. Hépatite B, c'est une maladie à déclaration obligatoire. La prévention est absolument cruciale. Elle repose sur la vaccination, généralisée à la naissance depuis 2001, et indispensable pour les populations à risque comme le personnel soignant et les hémodialysés. La sérothérapie par immunoglobuline est un levier important en cas d'exposition accidentelle ou pour les nouveau-nés de mères porteuses. Enfin, la limitation des risques passe par les précautions standards et les rapports protégés. La prophylaxie de l'hépatite B est un enjeu majeur. Elle est obligatoire pour le personnel soignant et de laboratoire. En cas d'exposition accidentelle, la sérovaccination dans les 48 heures est impérative. Les nourrissons nés de mères HBS positifs reçoivent également une sérovaccination dès la naissance. Pour les insuffisants rénaux, l'entourage des porteurs chroniques et les immunodéprimés, une vaccination est recommandée, souvent dès le diagnostic. C'est une protection vitale pour tous. 4. En cas d'accident d'exposition au sang chez un non-vacciné exposé à l'hépatite B, la sérovaccination commence immédiatement. La sérologie du blessé est essentielle. Si RG-HBS et anti-HBC sont tous deux négatifs, on poursuit. Si RG-HBS ou anti-HBS sont positifs, on arrête la vaccination. Par contre, si RG-HBS est négatif et anti-HBC positif, la vaccination reste conseillée. Un protocole vital à maîtriser. Hépatite C est une infection virale causée par le VHC, un virus ARN de la famille des Flaviviridae. L'épidémiologie est fortement marquée par la transmission parentérale, principalement via les transfusions sanguines historiquement et la toxicomanie avec matériel souillé, qu'il soit médical ou non. La transmission mère-enfant est d'environ 5%, un chiffre qui grimpe à 20% en cas de coinfection VIH. Retenez que la transmission sexuelle reste très faible, surtout chez les hétérosexuels. L'hépatite C démarre par une contamination. Seuls 15 à 35% des patients guérissent spontanément. La majorité, soit 65 à 85%, évolue vers une hépatite chronique. Parmi eux, 20% développeront une cirrhose, avec un risque annuel de 3 à 5% de carcinome hépatocellulaire. Attention aux facteurs de risque de cirrhose, l'âge, la durée de l'infection, l'activité de la maladie, l'alcool, le sexe masculin et l'immunodépression sont cruciaux. Hépatite C clinique. L'incubation s'étend de 10 à 90 jours. L'hépatite C aiguë est très souvent asymptomatique, conduisant à un diagnostic fréquent au stade de la chronicité. On la découvre fortuitement lors d'un bilan de routine, en explorant une asthénie, des manifestations extra-hépatiques, ou via un dépistage systématique chez les diabétiques et polytransfusés. Elle doit être recherchée devant toute cirrhose ou cytolyse inexpliquée. Pour le diagnostic de l'hépatite C, nous démarrons par une sérologie ELISA de 3e génération. Si positif, un second ELISA confirme, puis une PCR est essentielle pour affirmer l'infection chronique. Si la PCR détecte le virus, il faut impérativement quantifier la charge virale et génotyper. Il existe 6 génotypes, le 1 est le plus fréquent en Algérie. Les génotypes 1 et 4 sont cruciaux car associés à une moins bonne réponse au traitement antiviral. Hépatite C, le traitement a considérablement évolué. L'ère des antiviraux directs, disponible en Algérie depuis 2016 avec le schéma Sofosbuvir plus le Dipasvir, a transformé la prise en charge. Ces molécules offrent des taux de guérison impressionnants. La prophylaxie reste évidemment essentielle, dépistage rigoureux des dons, hygiène personnelle stricte et l'usage unique pour les toxicomanes. Retenons l'absence de vaccin qui rend la prévention absolument vitale. Hépatite delta. C'est un virus ARN défectif qui dépend absolument de l'enveloppe du virus de l'hépatite B, il est donc symbiotique. Sa prévalence est mondiale, touchant particulièrement le bassin méditerranéen et l'Europe de l'Est, avec une forte incidence chez les toxicomanes. L'infection simultanée avec le VHB peut entraîner une hépatite fulminante. Une surinfection sur une hépatite B chronique augmente significativement le risque de cirrhose. Retenez bien que sa prophylaxie est indissociable de celle de l'hépatite B. Hépatite E est souvent une affection bénigne, mes amis. Cependant, soyez très attentifs aux formes graves qui peuvent survenir chez les femmes enceintes. La transmission est classiquement féco-orale. Il est crucial de noter des cas d'infection chronique chez les immunodéprimés. Le traitement antiviral, quant à lui, est réservé aux formes sévères ou persistantes. Voilà l'essentiel pour démarrer. Hépatite E, un point essentiel en épidémiologie.
L'agent causal est le virus de l'hépatite E, un virus à ARN excrété dans les selles. Nous distinguons 4 génotypes. Les génotypes 1 et 2 se transmettent principalement par voie orofécale via l'eau contaminée. Tandis que les génotypes 3 et 4, plus courants en Europe, sont souvent acquis par consommation de viande de porc mal cuite. Comprendre ces différentes voies est fondamental pour la prévention. Hépatite E, et abordons son épidémiologie. Il est essentiel de distinguer les génotypes, les 1 et 2 sont la cause de grandes épidémies dans les régions où l'hygiène est souvent insuffisante, comme en Asie, en Afrique ou au Mexique. Par contraste, les génotypes 3 et 4 entraînent plutôt des cas isolés, sporadiques. Un point crucial à retenir, les transmissions de personne à personne ou les transmissions verticales sont rares pour l'hépatite E. Hépatite E présente une incubation de 2 à 6 semaines. Cliniquement, elle va des formes asymptomatiques ou aiguës bénignes aux formes fulminantes, potentiellement très graves. La présentation classique combine fièvre, asthénie, myalgie, suivie d'un ictère avec hépatomégalie et douleurs abdominales. Un point crucial, les manifestations extra-hépatiques neurologiques, comme le syndrome de Guillain-Barré et les polyradiculonevrites, à ne surtout pas négliger. Alors, concernant la biologie de l'hépatite E, nous avons 2 approches clés. Le diagnostic direct par PCR permet de détecter très tôt le génome viral dans les selles ou le sang, mais attention, il n'est pas disponible en routine. L'autre option, le diagnostic sérologique, est plus courant, il recherche les IgM et IgG qui apparaissent généralement 2 à 6 semaines après la contamination. C'est un point essentiel, la PCR est précoce, mais la sérologie est notre outil de routine. Hépatite E, son évolution est majoritairement bénigne, avec une guérison spontanée. Attention cependant, un passage à la chronicité est possible chez les immunodéprimés, notamment post-transplantation. Surtout, les formes aiguës graves, avec 20 à 40% de mortalité, touchent les femmes enceintes, surtout au dernier trimestre, et les patients avec des hépatopathies sous-jacentes. Le risque fœtal n'existe que dans ces formes graves. Pour l'hépatite E, le traitement est bien différencié. Retenez que les formes bénignes n'appellent aucune intervention spécifique. En revanche, chez les patients immunodéprimés, l'action primordiale est de réduire l'immunosuppression. Et pour les cas sévères, chroniques, ou de mauvais pronostics, souvent chez des patients avec des maladies sous-jacentes, l'administration de ribavirine pendant 3 mois constitue une option thérapeutique très intéressante et cliniquement pertinente. Hépatite E, la prophylaxie repose avant tout sur l'amélioration de l'hygiène, la lutte contre le péril fécal et la consommation de viande bien cuite. Les femmes enceintes en zone d'endémie doivent être particulièrement vigilantes sur le respect scrupuleux des règles d'hygiène. N'oubliez pas qu'un vaccin spécifique, avec une excellente efficacité de 94 à 100%, est commercialisé en Chine pour les patients à haut risque. C'est une avancée majeure. Merci sincèrement pour votre écoute attentive et votre participation tout au long de cette session. J'espère que les points que nous avons explorés ensemble vous ouvriront de nouvelles perspectives de réflexion. N'hésitez surtout pas à me solliciter pour toute question ou pour approfondir certains aspects. Votre engagement est précieux, et j'attends avec intérêt nos futurs échanges.